Gabriel Bézina. Donc, il est détenteur d'un PhD, donc d'un doctorat en génie mécanique et professionnel de recherche AWS. Ah voilà. Donc, une petite description. Il va pas trop loin. Et il va nous parler sur les nouvelles technologies d'émissions négatives. C'est possible. Okay. Donc, c'est de retirer du CO2 directement de l'atmosphère. Donc, voilà, c'est à toi. Merci. Bonjour tout le monde. Je rappelle, Gabriel Bézina, je suis professionnel de recherche à l'Université de Sherbrooke. Je représente le projet SkyWeNew, qui est chevauché par le professeur Martin Brouillette et 8 autres étudiants. Donc, moi, je viens aujourd'hui en tant que représentant du groupe. Donc, nous, notre projet, c'est faire des émissions négatives. On va dire pourquoi on veut faire ça. OK. Un peu tout le monde est au courant des problématiques des changements climatiques. Souvent, le monde a la misère à visualiser quoi. En fin de compte, au Canada, chaque citoyen représente environ 300 kg de gaz à effet de serre par semaine. Donc, en fin de compte, c'est comme si moi, chaque semaine, je produis des gaz à effet de serre, 300 kg, je mettrais ça liquide, je mettrais ça dans une poubelle, puis à la fin de la semaine, je vais mettre ça au bord de la rue, j'ouvre la poubelle, ça disparaît. Donc, en fin de compte, à chaque semaine, chaque citoyen du Canada amène une poubelle de CO2 liquide. C'est un déchet. Puis, en fin de compte, il disparaît dans un dépotoir qui est l'atmosphère. Donc, à la fin de l'année, chaque citoyen représente environ 50 poubelles de CO2 liquide. Disons que moi, ma femme et 2 enfants, on devait prendre nos poubelles, les gérer chez nous, on aurait 200 poubelles. Ça ne rentre même pas chez nous. À chaque année, année après année, chaque citoyen, c'est environ les émissions par Canadien moyenne. On s'entend, il y a des Canadiens qui ne sont pas tous pareils. Il y en a qui polluent plus que d'autres. Mais en moyenne, c'est environ beaucoup. Donc, le problème, c'est qu'on pollue beaucoup, puis on doit réduire ces émissions-là, puis en fait, il y a l'accord de Paris, puis on veut réduire les émissions. Donc, en ce moment, on est sur la ligne en haut, qui est la ligne noire, puis sans changement actuellement, on est à l'ordre de 50 milliards de tonnes de CO2 par année. Donc, on dit CO2, mais c'est des gaz à effet de serre en CO2 équivalent. Donc, on va dire CO2 pour simplifier. Là, on doit réduire ça. Là, l'accord de Paris, on dit on va réduire les émissions. On va prendre la ligne en rouge pour descendre et réduire nos émissions pour arriver à en donner une carboneutralité ou du moins stopper les changements climatiques. Fait que là, on va faire plein de choses. On va réduire les émissions en mettant les énergies propres, on va réduire les émissions fossiles, on va faire de la biodiversité, on va prendre des vélos, on va faire plein de bonnes actions pour l'environnement. Le problème, c'est qu'il va y avoir encore des émissions qu'on va émettre. Entre autres, à cause du transport, à cause de certains modes d'agriculture. On ne peut pas tout éliminer. Donc, en fin de compte, si on veut atteindre un jour la carboneutralité, il va falloir avoir des modes d'émissions négatives. En fin de compte, en bleu, on représente le nombre d'émissions négatives qu'on devrait obtenir pour pouvoir obtenir une carboneutralité et éviter des dérèglements climatiques à très grande échelle. Là-dedans, il y a planter des arbres, il y a d'autres méthodes de carboneutralité. Nous, on propose une technologie qui est de la capture de CO2 directement de l'air. C'est une des technologies possibles. En fin de compte, qu'est-ce qu'on propose? C'est un type de machine où on fait passer beaucoup d'air avec pas beaucoup de CO2. On parle de 0,04%, 400 ppm environ, qui rend notre machine. Notre machine, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on capte le CO2 de la machine, puis on retire l'air propre. En fin de compte, on fait passer beaucoup d'air dans notre machine, puis on sort de l'air propre sans CO2, puis on concentre le CO2. En fin de compte, ce qu'on fait, c'est qu'on va retirer le CO2 du dépotoir atmosphérique pour le mettre dans un autre dépotoir ou faire de quoi de plus intelligent environ. Qu'est-ce qu'on fait en soi? On prend un matériau scientifique. Là, on représente ça comme une éponge. On prend notre éponge, puis on fait passer beaucoup d'air dessus. Puis l'air, en fin de compte, l'éponge très scientifique a des matériaux particuliers dessus, plein de pores. En fin de compte, le CO2 va s'accrocher sur notre éponge. Une fois qu'on a saturé notre éponge, qu'est-ce qu'on fait? On la change à un nouveau réacteur, à une certaine place, puis qu'est-ce qu'on fait? On le sort. On retire le CO2 de l'éponge en faisant passer de la vapeur très chaude. On parle de vapeur saturée à 100 degrés Celsius qui permet de retirer le CO2 de l'éponge et le concentrer. Puis une fois qu'on a le CO2 concentré, on le retire de l'atmosphère, on peut faire de quoi avec. Hors de grandeur, notre machine qu'on propose, c'est une machine qui est comme l'équivalent de 4 containers de 20 pieds, des containers standards de 20 pieds. C'est des petits containers, 20 pieds, pas les grands containers, c'est des demi-containers, dans lesquels
on est capable de retirer 1000 tonnes de CO2 par année avec ces machines-là. Fait que 1000 tonnes, ça représente comme 3300 poubelles de CO2 liquide par année. Fait que chaque année, on retire ça de l'atmosphère avec ce type de machine-là. C'est beaucoup de poubelles, là, fait que, il faut des dépotoirs pour ça. On va pas. Faut trouver de quoi faire avec ce CO2-là. En réalité, la triste nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de marché à ce CO2-là pour faire de quoi d'utile à cette ampleur de volume-là. Fait que les gens, souvent, ils veulent savoir à quoi ça représente en arbre, là. Fait que 1000 tonnes de CO2, une forêt en très, très bonne qualité, super diversifiée, serait de l'ordre de environ 65 hectares pour capturer 1000 tonnes. 65 hectares, c'est très diversifié comme forêt, qui n'aurait pas de perte de feuilles d'arbres en hiver, un bon sol, bonne humidité. Fait qu'en fin de compte, là, on voit en ce moment le Mont Bellevue. Ça représente qu'une machine peut capturer autant de CO2 que 65 hectares de forêt très performante. Fait que là, on voit le Mont Bellevue, le campus de l'Université Laval. Ça représente ça environ une machine. Fait qu'une machine, ça rentre sur un petit point, là, d'une maison. Là. Fait que notre machine, c'est grosse comme une maison, qui représente le volume du Mont Bellevue qu'on voit. Après, on a vu, on a beaucoup de CO2, il faut faire de quoi avec, il faut le mettre dans un autre dépotoir, puis en fait, compte, personne ne veut qu'on en pousse du CO2 chez lui. Fait une des solutions qu'on propose, nous, c'est faire de la minéralisation. Fait qu'on prend des résidus miniers, des résidus industriels, dans lesquels il y a toutes sortes d'oxydes de métaux, puis on prend ces oxydes de métaux-là pour faire des carbonates. Qu'est-ce qu'on prend? On prend différents métaux industriels, des rejets industriels, pour faire de l'économie circulaire, pour prendre ces rejets-là, puis le combiner avec notre CO2 pour faire un autre déchet, mais un déchet stable. Là, le carbonate, c'est la structure la plus stable du CO2, c'est le carbonate. Ça va rester stable pendant des millions d'années. Donc, on veut faire ça. Qu'est-ce qu'on veut faire? C'est on prend des rejets miniers ou industriels, on les met dans un gros blender, qu'on fait brasser, qu'on réduit en poudre le minerai, qu'on met du CO2 en forme aqueuse, du CO2 avec de l'eau, on fait réagir ça, puis après, on sort un résidu qui est stable, qu'on peut mettre dans un dépotoir, mais qui n'est pas l'atmosphère, qui est soit le sol ou un résidu pour faire des bateaux de construction. Au Québec, on a un lourd passé minier qui a travaillé beaucoup dans l'amiante. Puis on a au Québec plus de 800 millions de tonnes d'amiante ou de résidus amiantés qui sont un gros problème parce qu'on ne sait pas quoi faire avec. Il y a des problèmes environnementaux à cet matériau-là, on ne sait pas quoi faire avec, puis on en a beaucoup. Et les résidus amiantés, c'est beaucoup de magnésium. En réalité, c'est environ 40% massif de magnésium. Puis nous, on dit, si on prend ces résidus miniers-là, on les fait réagir avec du CO2, on peut convertir ces résidus amiantés-là en résidus amiantés avec carbonate pour pouvoir séquestrer de l'ordre de 200 millions de tonnes de CO2. Actuellement, au Québec, les émissions annuelles, c'est d'ordre de 80 millions de tonnes pour l'ensemble du Québec. Là, on ne dit pas qu'on va capturer le Québec au complet, mais il y a beaucoup de CO2 qu'on peut séquestrer avec des tonnes d'amiante. Puis le monde qui ont jamais été dans les vallées amiantées, là, aller à Ted Mines ou à Val-des-Sources, anciennement Asbestos, c'est des montagnes. C'est des montagnes qui sont cachées en dessous du gazon ou des forêts, là, mais c'est réellement des montagnes de déchets miniers. Puis, pour faire ça, ben, ça prend beaucoup d'énergie. C'est un peu le bémol de la technologie, ça prend de l'énergie, mais au Québec, on est la place dans le monde où on a le plus d'énergie propre et pas chère. En fin de compte, il n'y a pas de meilleure place au monde de développer ce type de technologie-là, ou du moins de démontrer sa viabilité à grande échelle qu'au Québec. C'est une bonne place stratégique de faire ça au Québec. Il y a des partenariats possibles à faire. Et en fin de compte, tous nos compétiteurs sont un peu jaloux de notre situation au Québec. Ils voudraient avoir l'abondance de l'énergie, déjà carboneutre quasiment pour l'énergie, et abondante et pas chère. En fin de compte, ce projet-là que je vous présente, ben, il a été sélectionné par la fondation d'Elon Musk pour le X-Prize, qui a donné un prix pour valoriser des startups technologiques, pour démarrer des projets technologiques où on pourrait faire des émissions négatives. Puis avec notre équipe qu'on voit en haut, ben, on a gagné un de ces prix-là. En ce moment, on continue dans la phase de développement pour voir est-ce que la viabilité de ce type de technologie-là à grande échelle. En fin de compte, on espère se rendre assez loin dans la compétition ou du moins dans le start-up technologique de ça pour voir où on va se rendre. On ne sait pas où va aller ce marché-là, mais c'est un très gros marché à venir. Parce qu'en réalité, on n'a pas le choix de faire des émissions négatives à gauche, à droite. On a un problème à gérer. Puis ça, c'est une des technologies dans le portfolio des technologies à mettre en œuvre. Donc, en fin de compte, à retenir, en ce moment, avec la situation des gaz à effet de serre, la capture de CO2 va être nécessaire pour compenser certaines émissions qu'on ne peut pas annuler.
On a un gros problème de matériaux amiantés. On peut les revaloriser en utilisant notre CO2 qu'on pourrait capturer de l'air. Puis le Québec, c'est une des meilleures places pour capturer ce CO2-là à l'échelle planétaire. En fin de compte, c'est un peu le portfolio de pourquoi on est là et pourquoi on veut croire notre technologie. Avant de compléter, j'aimerais remercier Bistro Brain, Bucky Bière, leur partenaire, la GEG et le Rexus et tous les autres partenaires aussi. Merci. Merci Gabriel, en plus tu fais mon travail de remercier tout le monde. Hey, salut Guillaume. Ma question est la suivante. Je me demande qu'est-ce qui pourrait être le plus grand obstacle à l'adoption de ces technologies-là de captage du carbone, autant pour votre projet ou pour les technologies en général? Le défi, en réalité, la question, c'est le défi au déploiement de ce type de technologie-là. Le défi, c'est avoir beaucoup d'énergie propre. En ce moment, le déploiement, ici, on est favorisé au Québec de déployer ce type de technologie-là, mais ailleurs, il faudrait éviter que ce déploiement de ce type de technologie-là vienne à ralentir la transition énergétique. Il ne faut pas que l'énergie propre soit utilisée pour capter du CO2, il faut que soit utilisée premièrement à éviter des énergies fossiles, puis après, quand tu as plus d'énergie, comme au Québec, d'utiliser intelligemment cette énergie-là, donc les émissions négatives. Ça prend, premièrement, on doit réduire les émissions des énergies fossiles, le surplus d'énergie, l'utiliser intelligemment. Oh, j'ai une micro-question. Votre fil fréquent, j'ai fait en quoi, first, puis quand vous le videz, quand vous le squeezez dans le fond, est-ce qu'il peut être remis en place? Tu peux commencer avec ces deux questions. OK. La première question, c'est quoi le matériau intelligent de l'éponge? La réponse simple, c'est un secret industriel. Plus détaillé, c'est un matériau à base d'oxyde de silicium mésoporeux, dans lequel on greffe un polymère dessus. Ce polymère-là a une affinité avec le CO2, puis en fin de compte, on est capable d'utiliser ce matériau-là sur une durée de plus de 10 000 cycles. Donc, le but, c'est ce matériau-là, on le cycle avec de la vapeur pour le régénérer. On peut faire ça environ 10 000 cycles par année. Donc, la durée de vie du matériau, c'est environ 1 an, dans lequel il se dégrade. Puis après, on peut la renettoyer l'éponge pour la refonctionnaliser. La question, c'est est-ce que vous avez tout simplement pensé à une technologie qu'on peut stocker ce CO2-là, ce CO2-là, on se parle directement dans nos sols en sachant que nos plantes, que nos arbres ont besoin de ce CO2-là? La réponse est oui, on a pensé à ces technologies-là. La question, c'est est-ce qu'on peut faire de quoi avec ce CO2 stocké qu'on capte? En réalité, il y a plein de projets qu'on peut faire. Pour le stocker dans le sol, c'est un peu difficile parce qu'en fin de compte, c'est un gaz qui va dans l'atmosphère. Donc, en ce moment, dans les différents projets qu'on peut faire, on peut soit ensemencer des serres pour augmenter leur croissance. Donc, tous les serres du Québec, mais en ce moment, ils ensemencent déjà en injectant du gaz, du CO2 dans les serres pour augmenter la croissance. C'est une des façons de le faire. Sinon, dans ça, c'est très, très difficile parce qu'il faut avoir des matériaux qui vont éviter de se vaporiser en forme de gaz. Donc, il faut le convertir avant dans la biomasse. Sinon, au Québec, le stocker dans le sol, directement sur phase liquide, il n'y a pas d'acceptabilité du tout au Québec. Ces projets ont été abandonnés déjà. C'est pour ça qu'on cherche d'autres technologies que le stockage géologique. Oui, la question est un peu dans mes autres idées. Au final, c'est de savoir, comme là, vous avez parlé du matériau de l'éponge, mais je me dis que vous avez fait des analyses de cycle de vie sur les différents matériaux qui sont utilisés. Puis si tu veux encore remettre ça en CO2 équivalent, jusqu'où votre étude de cycle de vie s'est poussée? Si on prend en considération le stockage aussi dans l'amiante, puis l'utilisation qu'il faut être en fait après, tout ça va augmenter le calcul, puis va vous donner un rendement final. Mais c'est jusqu'où vous êtes allé, puis c'est ça. À quel point ça peut être efficace, puis dans le cas où on n'est pas au Québec, quelle technologie nous permettrait de production d'énergie arriver à un seuil d'efficacité intéressante? Okay. La question, c'est quoi l'analyse de cycle de vie de ce système-là? En ce moment, l'analyse de cycle de vie de la technologie qu'on a faite au Québec, c'est environ 10 de réémission. Donc, pour capturer 1000 tonnes net, en réalité, on a capturé 1100 tonnes, parce qu'il y a comme 10 des émis par produire de l'acier, produire des matériaux, etc. Au Québec, c'est environ 10 de réémission, à cause qu'on a de l'énergie propre. À l'extérieur du Québec, où on aurait les pires scénarios, où on serait dans les énergies fossiles à 100 la réémission, c'est de l'ordre de 50 Donc, en ce moment, c'est pas viable de faire ça dans les où tu n'as pas d'énergie propre. De toute façon, il n'y a aucun compétiteur qui va faire ça dans les places sans énergie propre. En fait,
On décarbonise l'énergie, puis après, on déploie des énergies à émissions négatives. Puis le calcul est fait jusqu'au stockage. Oui. Le calcul est fait pour la partie capture et séquestration dans les usines à grande échelle. Alors, le rapport de l'IPCC cette année a démontré comme une liste de toutes les solutions pour réduire le CO2 par année qu'on avait. Il y avait les technologies de séquestration de carbone, un peu comme là, mais ils étaient classés vraiment dans les pires parce qu'ils étaient chers, parce qu'ils n'étaient pas productifs. Mais là, tu as apporté le point que je n'avais pas pensé, que justement, on a l'énergie au Québec qui peut changer peut-être cette situation au Québec. Ma question, c'est ce genre de projet-là, est-ce que c'est plus dans l'idée de quand on va atteindre la carboneutralité, on va vouloir réduire le carbone dans l'atmosphère, que là, ça va être utile, mais présentement, on ne l'utilise pas pour atténuer les changements présentement? Non. Effectivement, la question, c'est où la partie des émissions négatives dans l'ensemble du portfolio des solutions à en œuvre, hein, et un peu pourquoi que dans le GIEC, ils utilisent cette émission-là, puis un peu mis de côté. Mais la raison pourquoi ils sont mis de côté, c'est parce que, accepter le Québec, ils n'ont pas d'énergie propre. Donc, c'est pas une bonne idée de prendre cette énergie-là si tu n'as pas d'énergie propre. Une fois que tu as de l'énergie propre, tu peux utiliser ça pour compenser tes émissions. Le but, c'est pas atténuer les changements climatiques en disant on émet, on va capturer. C'est compenser qu'est-ce qu'on n'est pas capable d'atténuer, dont les vols d'avion, par exemple, et les transports longue distance. Donc, ces émissions-là qu'on ne sera pas capable d'atténuer, il faut qu'on trouve des façons alternatives. Puis dans les solutions alternatives, il y a les technologies d'émissions négatives, planter des forêts, énergie biomasse et capture directement de l'atmosphère. Merci tout le monde. Merci Gabriel.